Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le second épisode des idées reçues en psychologie. Cette fois-ci, on va s'intéresser au changement et voir si la résistance au changement est vraiment due uniquement à un problème de posture de la part de certains salariés. Bien sûr, c'est une représentation erronée qui peut s'expliquer de plusieurs façons. On peut déjà interroger le manque de connaissance de l'organisation ou de certains acteurs concernant le processus de changement et ce que ça implique au niveau des collaborateurs. Ensuite, on peut se demander si dans l'histoire de l'organisation, il n'y a pas des changements qui se seraient mal passés dans le passé. Ensuite, on peut se demander s'il y a des conflits, des revendications au sein de l'organisation qui pourraient biaiser un peu l'analyse de la situation de la part de certaines personnes. On peut également se demander s'il n'y a pas des facteurs de risque psychosociaux qui n'ont pas été pris en compte. Et enfin, on peut se demander également s'il n'y a pas des perceptions différentes au niveau des acteurs concernant la légitimité du changement. C'est-à-dire certains qui estimeraient que la légitimité est claire, comme si ça coulait de source, alors que pour d'autres collaborateurs, ce changement est mal compris. En tout cas, son intérêt n'est pas forcément bien accepté. Forcément, ça n'est pas exhaustif, mais on peut faire ces hypothèses-là. Alors bien sûr, ce type de représentation peut avoir de multiples conséquences. D'une part, sur les salariés identifiés comme résistants, il y a un risque de stigmatisation, voire même un risque d'effet bouc émissaire où, grosso modo, on leur ferait porter l'échec de ce changement. Au niveau du collectif, il y a également la création de catégories de salariés, c'est-à-dire qu'au niveau d'une même équipe, vous aurez non plus par exemple les travailleurs sociaux ou l'équipe des ressources humaines, mais les personnes qui sont pro-changement, les personnes qui sont anti-changement par exemple. Ça peut également provoquer des difficultés managériales avec des impacts qui peuvent être associés, l'augmentation de facteurs de RPS et donc forcément la probabilité qu'il y ait des troubles psychosociaux. Donc la différence entre les facteurs de RPS et les troubles psychosociaux, c'est que quand on parle de facteurs, on va s'interroger à la charge, aux rapports sociaux, etc. Quand on parle de troubles psychosociaux, on sera plutôt sur les conséquences, à savoir le stress professionnel, le harcèlement, etc. Et on peut du coup imaginer qu'il pourrait y avoir des dégradations liées aux indicateurs associés à ces troubles psychosociaux, c'est-à-dire l'absentéisme, le turnover, etc. Sur le changement escompté, il y a également des conséquences avec un risque de non-engagement d'une partie de l'équipe, tout simplement, et puis la probabilité que ce changement soit un échec, tout simplement. Avant toute chose, il me semble important de revoir quelques bases, quelques fondamentaux, puisque quand on parle de changement, de résistance au changement, ce sont des termes tellement ancrés finalement dans le langage commun qu'on ne va peut-être pas parler de la même chose. Donc finalement, qu'est-ce qu'un changement? Bon, c'est le fait de passer d'un état à un autre. Dans les années 50, Kurt Lewin avait identifié 3 phases. La phase de décristallisation, individuelle et collective, pour permettre le changement. Ensuite, le déplacement, durant lequel on va amener justement ce nouveau processus, ce changement, etc. Et enfin, la phase de recristallisation qui permet justement de figer à nouveau la situation et donc d'ancrer ce nouveau fonctionnement. Ensuite, des chercheurs se sont intéressés pour comprendre pourquoi des changements se produisaient. Et donc, on a 4 modèles qui ont émergé. Un modèle qui considère que toute organisation, en fait, évolue. Donc finalement, ça fait partie de son ADN. Un modèle qui considère que les changements sont liés à des réajustements nécessaires pour atteindre des objectifs. Par exemple, je n'arrive pas à atteindre l'objectif de satisfaction usagée qu'on m'a fixé, et donc je dois faire évoluer mes process pour pouvoir l'atteindre. Euh, Ensuite, un troisième modèle explique les changements par l'affrontement de forces, de valeurs ou d'intérêts antagonistes, par exemple les rapports entre les organisations syndicales et les équipes de direction. Enfin, un dernier modèle explique les changements par la compétition entre les organisations pour avoir l'accès à des ressources. Donc là, on pourrait citer un exemple au niveau des ressources humaines. Certains secteurs sont pénuriques et donc les organisations ont dû faire évoluer certaines pratiques, et notamment certaines pratiques au niveau des conditions de travail, de la qualité de vie au travail, pour pouvoir devenir attractives au niveau de ces ressources humaines. Donc finalement, dans cette dernière hypothèse, évoluer est nécessaire pour survivre. Il est possible d'analyser les changements en fonction de la source du changement, avec des changements qui sont induits par le système, c'est-à-dire par l'environnement dans lequel baignent les organisations. Dès lors, ils sont difficiles à prévoir et à gérer. Concrètement, l'exemple qu'on pourrait donner, c'est une évolution de la réglementation qui impose de nouvelles pratiques. Récemment, il y a eu des changements dans les pratiques des services des ressources humaines pour contrôler l'obligation vaccinale. Ce n'est pas un choix qui vient de l'organisation, c'est quelque chose qui est imposé par le système dans lequel baigne cette organisation. Il y a également des changements qui sont induits par les acteurs. C'est-à-dire concrètement, ça vient de l'organisation, ou en tout cas de certains acteurs de cette organisation. Dès lors, on va distinguer les changements planifiés, qui sont guidés par des méthodologies qui le structurent, qui permettent d'avoir des buts précis, et des changements qui sont plutôt dirigés, c'est-à-dire qui sont guidés par la vision mobilisatrice d'un acteur, en général de la haute direction, d'un directeur général, etc. Ensuite, les auteurs proposent de distinguer les changements en fonction de l'ampleur de ce changement.
Il y aura par exemple un changement qui sera continu et plutôt incrémental, c'est-à-dire étape par étape, et là on va plutôt parler de développement organisationnel. Et ensuite il y a les changements qui sont plutôt discontinus et qui sont radicaux, et là on parlera plutôt de transformation organisationnelle. Après avoir défini le changement, il est intéressant de se poser sur la résistance au changement. Elle est définie comme un refus d'accepter un changement de la part d'un ou plusieurs individus qui du coup vont adopter des comportements pour l'entraver ou pour lui nuire. Sauf que c'est une vision assez manichéenne de la situation. C'est pourquoi certains auteurs proposent plutôt l'idée d'ambivalence au changement, puisque plusieurs individus peuvent être à la fois en faveur ou contre le changement qui est proposé. Et pour expliquer justement cette ambivalence, Pideri a évoqué le fait que les réponses face à un changement reposent sur 3 dimensions, cognitive, émotionnelle et comportementale. Donc concrètement, on peut très bien trouver un changement logique cognitivement, mais néanmoins, on est impacté émotionnellement et donc on ne s'inscrit pas dans un soutien ou dans des comportements en tout cas de soutien vis-à-vis de ce changement. Certains chercheurs, dont Meunier du coup qui a fait sa thèse sur le sujet, soutiennent l'idée d'un continuum qui va de la résistance active au soutien actif en passant par des situations plutôt passives. Et du coup, certains chercheurs ont essayé d'identifier les comportements qui pourraient y être associés. Et donc pour information, pour exemple plutôt, ça peut être donc une résistance au changement plutôt active, mais aussi un pessimisme et un cynisme face au changement pour les versants plutôt négatifs. Et enfin, pour les versants positifs, plutôt une ouverture au changement, une préparation au changement, et enfin, de façon active, un engagement affectif dans le changement. Maintenant qu'on a revu un certain nombre de fondamentaux, on peut s'interroger. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser le changement et l'engagement des collaborateurs ? L'un des modèles qui pourrait être intéressant à aborder est le modèle des phases de changement. Il indique que tout changement génère des préoccupations normales, légitimes, chez tous les individus. Durant la première phase, l'individu ne se sent pas concerné, donc il n'a pas de préoccupation. À partir de la seconde phase, il se sent concerné, mais il va d'abord avoir des préoccupations sur l'impact personnel que peut avoir ce changement. Est-ce que je vais conserver mon métier? Est-ce que je vais conserver mon rôle, mon statut? Est-ce que je vais avoir de nouvelles responsabilités? Etc. Durant la troisième phase, l'individu va plutôt s'interroger sur la capacité de changement de l'organisation. Quel va être l'impact sur l'organisation? Est-ce que ça va durer comme changement, ou bien est-ce que le nouveau directeur va automatiquement l'annuler? Est-ce que c'est un changement qui est légitime? Est-ce qu'on va se donner les moyens de réussir? Etc. Ensuite, il va s'interroger sur l'objet du changement, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va être? Quand est-ce que ça va être? Comment? Pourquoi? Etc. À partir de la cinquième phase, l'individu va s'interroger sur sa propre capacité d'adaptation. Est-ce que je vais être capable de suivre le rythme? Est-ce que je vais être capable de réussir cette transition finalement? À partir de la phase 6, l'individu va plutôt chercher à collaborer, à partager son expérience avec ses collègues, voire avec d'autres acteurs qui seraient concernés par ce changement. Enfin, à partir de la 7e phase, on est plutôt sur de l'amélioration continue avec la recherche de nouveaux défis, l'amélioration de ses conditions de travail, de son poste de travail, voire même de nouvelles utilisations de ce changement qui a eu lieu. Et du coup, selon Meunier, qui a fait sa thèse sur le sujet, durant les phases 2 à 4, justement, on est plutôt dans des comportements qui pourraient être de la résistance, tandis que les phases 5 à 7 sont liées à des comportements de soutien. Du coup, l'importance de ces phases varie selon le changement, mais l'idée est vraiment d'essayer de considérer que chacun va avoir des préoccupations et que l'objectif de l'organisation est plutôt de les amener vers les phases 5 à 7 petit à petit. Ensuite, certains chercheurs se sont interrogés sur la façon concrète de pouvoir mener un changement. Et ils en dégagent 3 axes essentiels. Le premier axe va concerner la légitimation du changement. Selon eux, tout changement doit reposer sur un diagnostic d'efficacité qui comprendra à la fois l'efficacité économique, c'est-à-dire la productivité, l'économie de ressources, etc. Ce qu'ils ont appelé la valeur des personnels, et dedans ils mettent le climat de travail, l'engagement, le rendement, les compétences des personnels, mais aussi la santé, la sécurité au travail, etc. Ce qu'ils ont appelé l'écologie de l'organisation, qui va concerner des choses qui relèvent de la responsabilité sociétale des entreprises, et enfin la pérennité de l'organisation, c'est-à-dire essayer de comprendre en quoi le changement peut améliorer la qualité, ou peut permettre de maintenir la compétitivité, ou peut permettre d'améliorer la satisfaction des clients ou des usagers. Le deuxième axe, selon eux, est de réunir les ingrédients nécessaires au changement. Et donc, il faut réfléchir à la fois au projet, c'est-à-dire quelles sont les actions nécessaires, qui va les encadrer, à quel rythme est-ce qu'on doit aller, quelles sont les cibles, les objectifs, etc. Le processus, c'est-à-dire concrètement comment verbaliser l'orientation du changement, comment sensibiliser les acteurs, comment faire monter en compétence les collaborateurs qui le nécessitent, comment intégrer le changement dans le fonctionnement normal, et enfin comment permettre une amélioration continue via la régénération. Et enfin, il est nécessaire de réfléchir aux acteurs concernés. Ils identifient notamment 3 acteurs clés, à la fois la haute direction, les champions, comme ils les ont nommés, c'est-à-dire des acteurs clés, et enfin des destinataires du changement.
Et donc le troisième axe, hein, selon eux, est de produire ce changement in fine, hein. Et donc ils identifient trois perspectives, une perspective descendante, ascendante ou par installation de capacité, sachant que la dernière permet justement de développer la flexibilité de l'organisation. La différence entre ces trois approches est que le focus sera mis différemment, justement, au niveau du processus, du projet, etc. Quoi qu'il arrive, ces étapes sont toutes utiles, mais leur présence, leur ordre et leur importance varient en fonction des changements et en fonction des organisations, des contraintes, etc. Ce qui est intéressant avec cette approche en trois axes, c'est qu'on peut la retrouver sous d'autres termes chez différents chercheurs et différents professionnels. Par exemple, assez récemment, en lisant un livre de Lefebvre et Poirot, qui sont deux personnes qui ont fondé des cabinets de conseil, donc qui accompagnent les entreprises, j'ai pu, par exemple, retrouver dans la résistance au changement, dans leurs explications en tout cas de la résistance au changement, des aspects qui relèvent de la phase de légitimation, c'est-à-dire l'absence de diagnostic partagé sur la situation, l'absence d'identification de l'intérêt du changement, le fait qu'il y ait trop d'intérêt à ne pas changer, le fait qu'il y ait trop d'obstacles actuellement pour pouvoir changer, etc. De même, les deux auteurs proposent une approche pour accompagner le changement qui rappelle à la fois l'intérêt de la phase de légitimation du changement, mais également justement la nécessaire implication des acteurs pour un bon encadrement des actions. Donc on est dans la phase réunion des ingrédients. Après, il faut un focus particulièrement vigilant, on va dire, sur le rôle de la haute direction et des managers de proximité, de leur côté. Enfin, certains auteurs se sont intéressés au fait que le changement devenait permanent, et donc on cherchait à voir quelles variables, au niveau de l'organisation, au niveau du poste et au niveau de l'individu, pouvaient influencer l'engagement des collaborateurs dans les changements. Il en ressort un modèle qu'ils ont appelé le modèle d'engagement dans le changement, avec plusieurs types de ressources qui peuvent permettre justement de parvenir au changement. Donc, on peut identifier dans ce qu'ils ont appelé senior leadership, qui va plutôt concerner la haute direction ou la direction générale, des ressources comme par exemple une communication sur l'importance et la consistance du changement, le fait d'octroyer les ressources nécessaires, le fait de clarifier les objectifs et les attentes vis-à-vis des collaborateurs, par exemple. Au niveau de la culture et du climat finalement organisationnel concernant le changement, on va retrouver des choses comme des valeurs explicites qui permettent de favoriser le changement, comme l'adaptabilité, la flexibilité, etc. Le fait que les procédures liées au changement soient claires et partagées, le fait qu'on ait de l'empowerment des équipes, par exemple. Au niveau de tout ce qui va relever de la gestion des ressources humaines et de l'organisation, on peut identifier des choses comme des ressources qui pourraient être dédiées au changement, ou bien un management qui serait plutôt pro-changement, ou en tout cas qui permettrait de favoriser le changement, ou bien même des fonctions qui feraient un focus sur ce changement, par exemple le développement de compétences des collaborateurs pour pouvoir parvenir à ce changement. Donc là, on était plutôt au niveau organisationnel. Ensuite, il y a les ressources au niveau du poste. Donc là, on va parler, puisque les auteurs ont repris le modèle du stress de Karasek, à la fois de ressources, mais aussi de demandes psychologiques. Donc au niveau des ressources qui pourraient permettre à ce changement de réussir, les auteurs identifient par exemple l'autonomie, le fait de pouvoir s'impliquer, de pouvoir participer au changement, le fait d'avoir un soutien de la part de la hiérarchie, le fait de pouvoir développer ses compétences, le fait d'avoir suffisamment d'informations sur le changement à venir, le fait d'avoir des feedbacks. Au niveau des demandes psychologiques, donc plutôt des contraintes, il est nécessaire d'être vigilant sur la surcharge, sur l'ambiguïté de rôle, sur les conflits, sur l'insécurité de la situation de travail, concrètement, est-ce que je risque de perdre mon poste ou pas, sur les exigences émotionnelles, etc. Donc tout ça, c'était au niveau du poste. Et ensuite, il y a des éléments au niveau individuel qui peuvent favoriser justement ce changement, comme par exemple le fait d'être plutôt résilient, d'être plutôt optimiste, le fait que le changement fasse sens par rapport à ma vision du métier, le fait que je me sente suffisamment en sécurité psychologique pour m'engager dans ce changement sans avoir peur, par exemple, d'avoir des représailles ou qu'on me le reproche, etc. Ensuite, il y a la personnalité qui va jouer aussi, ou encore le fait de me sentir obligé ou non de m'inscrire dans ce changement. Donc toutes ces variables-là vont avoir un impact sur l'engagement dans le changement, avec par exemple le développement d'un enthousiasme, la participation au changement, le fait de dédier de l'énergie, ou le fait d'avoir un soutien actif justement à la procédure de changement. Et finalement, tout ceci va permettre des résultats positifs du changement, donc positive change outcomes, avec à la fois le fait que le changement réussit, mais aussi avoir potentiellement un retour sur investissement, voire développer un climat d'innovation. Donc voilà le modèle, en tout cas, qu'ont développé ces auteurs-là.
Donc, suite à cette présentation, que peut-on en conclure? Puisqu'à la base, on partait de l'idée reçue selon laquelle la résistance était un problème de posture de la part de certains salariés. Eh bien déjà, on peut en conclure que les préoccupations des travailleurs face à un changement sont tout à fait normales et légitimes. Que ces préoccupations peuvent donner lieu à de la résistance, mais aussi au soutien, en fonction des phases où se situe le travailleur. Du coup, la démarche serait de comprendre les préoccupations pour accompagner les collaborateurs et faciliter les comportements de soutien. Par contre, il n'y a pas de méthode clé. Il est nécessaire de dialoguer, de diagnostiquer chaque situation de changement et d'avoir un accompagnement vraiment au plus près du terrain. Au-delà de cette approche portée sur l'individu et ses préoccupations, il y a un certain nombre de questionnements et d'étapes qui sont importantes pour l'organisation pour pouvoir accompagner les équipes face à ce changement. Déjà, comment est-ce qu'on va le légitimer? Quel diagnostic on peut faire de la situation qui permette de faire comprendre l'intérêt de ce changement face à la situation actuelle? Ensuite, quels sont les ingrédients qui vont être nécessaires pour le mettre en œuvre? Et enfin, qu'est-ce que je souhaite prioriser pour pouvoir mettre en œuvre le changement dans mon organisation? Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de méthode clé en main qui serait déployable dans toutes les organisations, qu'elles soient privées, publiques, associatives, etc. Il est vraiment nécessaire de faire en fonction des enjeux et des contraintes propres à chaque organisation et à chaque projet. Quoi qu'il arrive, essayez de réfléchir à toutes ces questions et si c'est nécessaire, faites-vous accompagner des professionnels qui pourront être compétents sur le sujet. Je vous laisse avec la bibliographie, au cas où vous voudriez chercher. Il y a pas mal de sources qui sont disponibles gratuitement sur Internet, hein, quasiment la moitié. Et puis, je vous souhaite à une prochaine fois pour une prochaine idée reçue. Au revoir.